Donc bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Eric Bougerolles, je suis audioprothésiste et je suis donc responsable audiologie pour les différentes marques du groupe Diment, donc Oticon, Bernafon, Sonic et désormais Philips. On va parler un petit peu donc du sujet, de la philosophie de développement à l'aide auditive de demain. Donc on va naturellement démarrer par la philosophie de développement. Si je dois la résumer de manière très simple, en une seule phrase, c'est de mettre au point des technologies qui soient au service du cerveau. Si je dis ça, c'est très important parce qu'on a toujours eu pour objectif de proposer et de s'appuyer essentiellement sur finalement le meilleur système que je connaisse pour débruiter, pour changer l'attention, etc., qui est le cerveau. Et on a vu dans le passé beaucoup de technologies qui demandaient des temps d'accoutumance, qui demandaient un apprentissage, qui demandaient des choses au cerveau et qui donc quelque part signifiaient qu'on ne le faisait pas travailler naturellement. Or, si nous sommes capables en tant que normaux-entendants de traiter un environnement sonore, je pense que le cerveau d'un malentendant est capable de le faire aussi. C'est simplement qu'il lui faut les bonnes informations et que simplement son système auditif ne lui apporte plus les bonnes informations. Donc respecter le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la technologie que nous allons développer, c'est notre principale préoccupation. Alors je peux vous donner quelques exemples, sans entrer dans les données techniques. On a développé, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, un système qui était finalement le premier système qui ne s'intéressait pas juste au psychoacoustique, mais plus au psycho qu'à l'acoustique, à savoir le système Spatial Sound, qui était un système qui rattrapait les défauts de la compression sur les indices de localisation spatiale, qui, eux, sont des éléments extrêmement importants pour les fonctions du cerveau, pour qu'il soit capable de séparer les sources sonores et donc d'améliorer l'intelligibilité en milieu bruyant. Un autre exemple, l'abaissement fréquentiel. Notre système d'abaissement fréquentiel, toutes les études montrent qu'il n'y a pas d'accoutumance à ce système. Ça, c'est extrêmement important pour nous parce que s'il n'y a pas d'accoutumance, ça veut dire que le cerveau accepte immédiatement ce traitement de signal. Donc on a respecté son fonctionnement. Et s'il n'y a pas apprentissage nécessaire, il n'y a pas de désapprentissage. Ça aussi, c'est extrêmement important. Puis bien évidemment, je ne peux que parler de notre dernière technologie, l'Open Sound Navigator. Vous savez, ce système qui est exploité maintenant sur toutes nos aides auditives et qui a montré de manière objective, par l'utilisation de la pupillométrie, par l'étude de la remémoration des patients suivant un test en milieu bruyant, bien qui a démontré qu'on était capable d'améliorer d'autres fonctions du cerveau, comme par exemple la mémorisation et le rappel de la mémoire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a deux grands axes de recherche principaux. Le premier, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau. Ah oui, pour le respecter, il faut savoir comment il fonctionne. Et puis l'autre orientation, c'est plutôt une orientation que j'appellerais écologique, au sens premier du terme écologique, c'est-à-dire la relation entre l'être humain et son environnement, donc écologie auditive ici, relation entre l'être humain et son environnement acoustique. Comprendre le cerveau. Nous l'étudions sous tous les angles, sous toutes les facettes. Je ne peux pas, et j'imagine que mes collègues étaient confrontés aux mêmes choses, il y a certains points que je ne peux pas aborder ici, qui sont de l'ordre du secret défense, on va dire ça comme ça. Mais je peux, par exemple, vous donner cet exemple ici. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est études de type électroencéphalogramme, par l'utilisation de l'électroencéphalogramme classique, mais aussi avec des mesures qui peuvent être réalisées à l'intérieur du conduit auditif, on est capable aujourd'hui de traquer, de suivre un signal de parole tout au long de son intégration au niveau du cerveau. Et notamment de pouvoir, en récoltant les variations électriques sur différentes électrodes, de reconstruire mathématiquement l'onde qui a été détectée et pouvoir la rapprocher tout simplement de l'enveloppe temporelle qui avait été celle du signal acoustique. À partir de ce moment-là, donc, on est capable de retrouver à l'intérieur du cerveau une trace de cet encodage du signal de parole. On va être capable, notamment, par exemple, lorsqu'un patient va se retrouver en milieu bruyant,
être stimulé par plusieurs voies, eh bien, on va être capable, par cette méthode, de savoir à un instant T quel est le sujet qu'il a suivi, quel est le signal acoustique qu'il est en train de suivre et sur lequel il a mis son focus. Et vous comprendrez bien qu'en mesurant, en analysant ce type de comportement, eh bien, on sera capable, dans un futur plus ou moins proche, eh bien, d'aller analyser le signal acoustique et de savoir à un instant T qu'est-ce que le patient désire entendre. Donc, avec des applications à venir. L'autre aspect, je vous l'ai dit, c'est comprendre les interactions écologiques. Alors là, grande surprise, je vais obligatoirement vous parler de la collecte de données et d'intelligence artificielle. Oh, quelle surprise! Bien évidemment, on est aujourd'hui capable, via les smartphones, via les montres connectées, via tous ces systèmes, eh bien, tout simplement de récolter un certain nombre de données pour construire le big data, pour aller sur le deep learning. Je crois qu'il y a déjà pas mal de sujets faits là-dessus. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de tout ça, mais simplement pour dire qu'on est déjà dans ce monde-là et par l'acquisition de ces données, on est non seulement en train de travailler sur demain, mais aussi sur après-demain et beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on récolte les données grâce à smartphones, montres connectées et autres objets connectés, mais il faut savoir qu'on est, nous, audioprothésistes, extrêmement bien placés, puisque le conduit auditif est finalement un des endroits du corps humain où on peut récolter le plus de données vitales, telles que la pression artérielle, la température, la glycémie, le rythme cardiaque, l'hydratation, enfin le niveau d'hydratation du patient, etc. Et que ces données-là, aujourd'hui, eh bien, on est capable d'utiliser des aides auditives pour aller récolter également ces données pour les ajouter au big data. On va recueillir ces données, on va les traiter, on va communiquer ces informations. Alors on va les communiquer aussi bien vers l'utilisateur, sous forme de conseils, sous forme de, je dirais, de guidance, mais également, il faut savoir que toutes ces données sont partagées avec des centres universitaires, avec des centres de recherche, pour développer un certain nombre d'actions et également initier des axes de recherche. J'ai aperçu tout à l'heure mon ami François qui vous a fait une petite présentation et j'ai vu qu'il avait évoqué le projet Evotion. On ne s'était pas concerté. Voilà un exemple typique d'un projet qui est basé sur l'utilisation des données, etc. Et en particulier, non seulement il va servir pour l'aide auditive, mais il va également servir pour développer des politiques de santé dans différents pays concernés par ce projet. Je vous invite à aller regarder sur le site pour en apprendre un petit peu plus, parce que notre temps est compté. Alors, l'aide auditive du futur, elle ressemble à quoi? On fait un petit roulement de tambour, on fait tomber le rideau. Voilà par exemple une aide auditive du futur. Oh, à quoi ça ressemble? Cette aide auditive est essentiellement l'embout qui est branché sur cette aide auditive avec ses différents capteurs est tout simplement une aide auditive qui est capable de suivre les mouvements oculaires par l'utilisation de l'EOG, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un électroencéphalogramme, mais on fait un électro-oculogramme pour mesurer le mouvement des yeux. Et donc cette aide auditive, c'est exactement dans quelle direction regarde le patient. Donc on peut imaginer que par la pensée, par le regard, le patient sera capable d'orienter un système qui va aller se concentrer dans une direction plutôt que dans une autre ou sur un signal plutôt qu'un autre. Bien évidemment, l'intelligence artificielle sera au centre de nos développements futurs. L'aide auditive du futur sera intelligente, mais qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme je savais que vous alliez l'aborder de manière très scientifique, moi je me suis contenté d'aller regarder ce que c'était que l'intelligence artificielle et j'ai fait comme, je pense, 95% des gens ici. J'ai été sur Wikipédia. J'étais regardé ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et en particulier, on m'a expliqué que l'intelligence artificielle, c'est comprendre, apprendre et s'adapter à de nouvelles situations. Et c'est typiquement dans cette direction-là que vont aller les aides auditives de demain. Elles seront capables de comprendre ce qui se passe autour d'elles. Elles seront capables de comprendre l'utilisateur. Elles seront capables d'apprendre de son comportement. Elles seront capables d'apprendre
de son augmentation du rythme cardiaque, de l'augmentation de la température, de différents autres éléments, pour s'adapter à un instant T, augmenter son niveau de précision sur un signal plutôt qu'un autre, en particulier si on est capable, comme le EEG tout à l'heure, de suivre exactement quel est le signal que le patient veut écouter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aide auditive du futur, sans dévoiler non plus trop de choses. Je vous invite de toute façon à aller sur le site du centre de recherche qui s'appelle Ericsholm. Donc le site c'est tout simplement ericsholm.com et vous allez voir qu'il y a énormément de projets initiés et dont je n'aurais pas pu parler dans les 12 minutes qui m'étaient imparties. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Eric. Je vais te laisser te réinstaller s'il te plaît, puis on posera les questions à la fin à ce moment-là si on a un petit peu de temps. Jean-Baptiste, c'est à toi. Donc Jean-Baptiste Lemasson qui représente la société Genering. Impeccable. Bonjour à tous. Donc, en effet, pour la société Genering, donc je vais vous parler de mon approche et surtout de l'approche de Genering dans la philosophie de développement en 12 minutes, comme c'est précisé. Donc, je vais parler de pas mal de choses qui ne sont pas forcément écrites. Donc, c'est pour ça qu'il y aura plutôt les visuels et les auditifs, ce qui nous donnera un thème de développement. Et là, l'objectif de l'aide auditive sera de répondre à plusieurs questions, comme la première qui est à l'écran, ou bien la deuxième. Et moi, mon fil conducteur aujourd'hui sera le biomimétisme, qui est la philosophie de développement de nos aides auditives. Finalement, comment répondre à une question qui provient du patient. Plusieurs approches. Déjà, on a les 4 piliers fondamentaux de GN qui sont actuels. Ces 4 piliers sont bien sûr évolutifs et s'adaptent aux demandes du patient, aux demandes du terrain et aux attentes du terrain, comme c'était présenté précédemment. Donc on a une expérience sonore, on a une qualité streaming, on a support et personnalisation, donc ça c'est pour les réglages à distance, et la rechargeabilité. Ça c'est les demandes actuelles du terrain. Ce qui nous permet de dessiner 2 grands axes de développement, les demandes des audios et les demandes des patients. Avec des questionnaires, des bêta-tests, des études de marché, ça nous permet de développer avec toutes ces compilations de données l'aide auditive de demain. Enfin, l'aide auditive de demain par rapport à celle d'hier. Parce qu'il y a un point très important, on a des attentes sur les choses que l'on connaît. Il est très difficile d'imaginer les aides auditives de demain si on n'a pas forcément les connaissances actuelles. Donc il faut rajouter un 3e axe de développement, les connaissances scientifiques. C'est là qu'on a toutes les données que vous avez pu voir ce matin, les données audiologiques, les données électrotechniques avec les lois de Moore, qui sont donc obsolètes depuis 2015, qui ont été développées tout de même, avec le biomimétisme. Et quand on mélange l'ensemble, on peut imaginer l'aide auditive de demain. Je garde la phrase, car nous avons des attentes sur les choses que nous connaissons, parce que finalement, le développement des fabricants est aussi dépendant du marketing et d'une approche financière. La philosophie est tout de même pondérée par le nerf de la guerre, ne l'oublions pas. Mais quand on compile toutes ces demandes-là, la finance, le marketing, les attentes patients, les demandes des audios, les connaissances scientifiques et les évolutions, on peut imaginer des innovations de rupture, et là, on a l'aide auditive de demain. Faisons un petit point, rapidement. On a eu la compression, on a eu le développement, le premier DSP, le premier système open. Après, on a eu la directivité asymétrique. On a eu un point de rupture intéressant avec le 2,4 GHz qui anime plusieurs présentations. Après, on a vu apparaître le Made for iPhone. On a différentes introductions avec le réglage à distance qui répond ou non à certaines demandes, mais à certains marchés. On n'oublie pas qu'il y a des choses aussi qui peuvent être surprenantes sur le marché français, mais que les industriels raisonnent également à l'international. Et certaines demandes françaises ne sont pas forcément les demandes internationales et vice-versa. Et on a d'autres approches qui permettent de ponctuer et de développer le marché global de l'audiologie. Finalement, tout de même, revenons sur nos bases, la demande principale et la philosophie de développement, c'est le patient. C'est lui qui va utiliser les auditives, c'est lui qui devra avoir une satisfaction.
Et mine de rien, si le patient est satisfait, toute la boucle est faite et il y a un développement financier et marketing. Comme nous avons une table ronde, je me suis dit qu'on allait pouvoir parler du Graal, finalement le bruit. Donc si c'est le Graal, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas. Donc forcément, redescendons sur la réalité objective, on travaille tous sur le développement du bruit et quels sont finalement aujourd'hui l'état des lieux sur le bruit. On a eu un développement de différentes idées. Et c'est là que le marketing a aussi une force. Et si finalement la directivité n'était pas le fait de pouvoir entendre devant, mais de réduire le bruit, et que de entendre devant était une conséquence, le marketing pourra en faire un bénéfice pendant de nombreuses années. Ça peut être une philosophie de développement qu'après on va exploiter, et en corrigeant les défauts que l'on a pu introduire, corriger la globalité et passer une étape supérieure. Petit résumé, nous avions omnidirectionnel, un microphone, après directionnel avec un seul microphone. On avait une écoute dans le plan frontal, une diminution des basses fréquences, une dégradation de la localisation, mais mine de rien, on répondait à la première question. On améliore la compréhension dans le bruit quand la parole est face à nous. Retour patient, retour terrain, technologie, et on avance, philosophie de développement, faisceau directionnel, on ajoute un deuxième microphone, on compense les graves, on ajoute un point de flexion. Ça nous permet d'améliorer et de répondre aux nouvelles aides auditives en fonction de celles d'hier. Bien sûr, on a nos amis finance et marketing, on met un pouce bleu si on aime bien, on n'oublie pas. On augmente le processeur, les vitesses de calcul, on a le word processing, on a tout un tas de systèmes qui rentrent dans la philosophie globale. Je ne vais pas les détailler chacun, mais je pourrais citer le word processing, c'est qui explique le découpage fréquentiel des aides auditives en fonction de la tonotopie, un principe de biomimétisme, pourquoi pas. Et le tout, aujourd'hui, on va le saupoudrer de 2,4 GHz. 2,4 GHz qui permet d'améliorer la compréhension dans le bruit. Le raccourci est évident, mais pas forcément direct. Donc, le marketing vous a dit, un micro permet d'avoir une analyse en omnidirectionnel à 360 degrés. Génial, la force du marketing, la puissance du marketing. La réalité ajoute un patient. Le patient est problématique. Ça permet de dégrader le directionnel. Et en plus, il a des revendications. L'avantage de ces revendications nous permet d'améliorer les aides auditives. On fait des études, des analyses, et on voit que finalement, quand on a deux omnidirectionnels avec un seul microphone, on dégrade la localisation, non pas dans l'espace, mais ne serait-ce qu'avant-arrière. On arrive à faire 44% d'erreurs quand l'omnidirectionnel est activé, avec un seul micro, bien entendu. Donc on avance, on est de retour terrain, et comment corriger ce problème? On a dit, pas de problème, on veut faire entendre dans le bruit, entendre devant. Pas de problème, on met un double faisceau directionnel avec 4 microphones, on optimise l'ensemble, mais on n'a pas tout à fait cette qualité sonore. On l'a légèrement évoqué ce matin, on a beaucoup de compréhension de la parole, des indices acoustiques et des indices de localisation dans les basses fréquences. C'est très bien de l'enlever parce qu'il y a moins de bruit, mais il est très utile pour la compréhension. On pourrait citer un désavantage, l'effet tunnel. J'entends très bien ce que je regarde. La question que nous nous posons, c'est regardons-nous toujours ce que nous écoutons? Le fait de tendre l'oreille. Un mot-clé m'interpelle. Je suis assis au restaurant, j'entends un mot-clé, je vais tendre l'oreille, je ne vais pas forcément regarder. Si ça m'intéresse, je vais regarder. La difficulté peut-être du malentendant, c'est comme il est en directionnel, il ne peut pas entendre ces choses qui l'intéressent sur le côté. Donc il va falloir combiner les technologies pour lui donner un espace plus ouvert. Parce que finalement, 32% des choses que l'on écoute, on ne les regarde pas. 68%, certes. Mais c'est peut-être parce que dans les 32%, quelque chose nous a interpellé qu'on va se retourner vers la source sonore. Et là, il faut pouvoir permettre aux malentendants d'optimiser et d'entendre tout son environnement. Cette image résume assez bien la difficulté de nos malentendants dans le bruit et les problèmes de localisation. Stratégie différente, adapter un omnidirectionnel réel, donc comment recréer un vrai 360 degrés, et de pouvoir percevoir différentes sources de parole en enlevant le bruit. Là, on a le concours du 2,4 GHz qui permet d'échanger des données entre les aides auditives, de renforcer un effet pavillonnaire, de traiter l'ombre acoustique grâce à une compression binaurale. Et c'est là que c'est très intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de 1988, première compression WDRC, et on se rend compte, quelques années plus tard, que c'est la compression WDRC qui perturbe la localisation sonore. Et pourtant, c'est parce qu'on a une localisation sonore qu'on localise les sources de bruit et qu'on permet de mieux comprendre dans le bruit. Donc finalement, la philosophie de développement, c'est aussi de corriger les problèmes que l'on a créés quand on a répondu à une question à un instant T. Donc la philosophie est globale. On développe une technologie, on regarde les problèmes, certains problèmes peuvent devenir un avantage et certains doivent être redéveloppés en fonction de ce qu'on connaît. Et en effet, c'est avec le passé qu'on développe l'avenir, quel que soit le domaine. Et là, on arrive en 2017 avec cette technologie 4 microphones qui chez nous s'appelait le Spatial Sense. Je travaille mon accent.
où on avait les 4 microphones mis en commun grâce aux 2,4 GHz qui nous a permis de faire une directivité asymétrique tout en préservant un omnidirectionnel tout autour du patient. On continue dans le biomimétisme et pour faire du biomimétisme, en 2018, on augmente la vitesse de calcul du processeur pour tout un tas de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouveaux processeurs, ça améliore le confort et la qualité de vie des patients, mais ça améliore également le travail des fabricants. Parce que mine de rien, ce qu'on va mesurer avec un microphone, c'est ce que l'on va enregistrer, c'est ce qui va faire notre stratégie de réglage. Donc si on est dans un plan directionnel, un double directionnel focalisé, nous n'analysons que ce qu'il y a dans le plan des doubles micros. Mais ça ne veut pas dire que l'environnement autour du patient est le même que celui qu'il y a dans le microphone. Prenons un exemple, je parle à quelqu'un où il y a une porte derrière ou un ventilateur, l'appareil peut penser qu'il est en parole plus bruit ou parole dans le vent. Mais je suis dans un bureau et tout autour du bureau, c'est calme. L'interlocuteur parle donc avec une voix calme, le bruit est derrière lui, il n'est pas gêné, et donc la stratégie du fabricant n'est pas adaptée à celle de l'interlocuteur. Au-delà du patient, il faut prendre en considération tout son environnement. Celui qui lui parle, ce qu'il veut entendre, ce qui n'est pas forcément ce qu'il regarde, mais en fonction de tout l'environnement. Donc on augmente la vitesse de calcul, la puissance de calcul, et on arrive sur des nouvelles technologies, des nouvelles data. Alors on n'est pas encore dans iRobot, la seule chose c'est les converses qu'on pourra retenir, ceux qui connaissent le film, et on avance dans les données, le nombre binaire, on passe à 24 bits, on augmente progressivement le nombre de calculs, la puissance de calcul, on développe les convertisseurs, et ce qui nous permet d'arriver sur des sujets d'actualité, c'est pour ça qu'ils ne sont pas traduits, parce qu'on parle potentiellement d'intelligence artificielle, avec plusieurs approches. L'intelligence artificielle n'est pas forcément un tout, mais il y a des sous-groupes. Mais bien entendu, comme c'est l'aide auditive de demain, je ne peux pas forcément tout vous évoquer. On expliquait au début que peut-être il fallait faire du teasing pour créer de l'attente. C'est ce que je me suis permis de faire. Mais les aides auditives pourront peut-être reconnaître le « What did you say » en n'importe quelle langue et répondre à vos questions. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste. Merci également pour le respect du timing. C'est une donnée importante qui nous permettra de poser un certain nombre de questions par la suite. Monsieur Canepa, c'est moi. Vous avez la parole. Bien, bonjour à tous. Finalement, je pense qu'on va tous avoir un petit peu les mêmes conclusions, mais on n'aura peut-être pas forcément le même chemin. Et c'est ça qui devient intéressant, je pense, quand on confronte les différentes philosophies qui sont exprimées ici. En fait, on part tous du même constat, ou en tout cas du même point, qui est le patient. Qu'est-ce que demande le patient ? C'est vrai que depuis des années, on travaille avec les malentendants, on organise des focus group, on organise des thèmes de discussion. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître dans les besoins qui sont exprimés par les patients ? C'est « je veux entendre tout, partout, confortablement, clairement. Je veux ne pas m'occuper de mon appareil aussi, d'avoir des systèmes automatiques qui permettent de pouvoir gérer pas mal de choses que je ne suis pas obligé de faire. Et je veux surtout profiter de la vie, profiter des sons de tous les jours, c'est-à-dire entendre et comprendre dans toutes les situations, y compris des situations vraiment complexes. » Et donc la philosophie qui prime, c'est l'audition. Ce sont les performances de l'audition pour les patients en fonction de chaque profil, de façon à toujours faire en sorte que le patient équipé, appareillé, puisse vivre normalement. Il y a des vérités par contre qui changent tout aujourd'hui et qui font qu'en tant que fournisseur, on voit les choses complètement différemment sur le développement produit. La première vérité, c'est la technologie. On en parle aujourd'hui, mais je pense qu'il faut se rendre compte que ça va tout changer. Tout changer. Ça va changer notre perception du monde, l'interaction avec les autres. Ça va changer la compréhension, effectivement, du milieu social dans lequel on se retrouve. On ne va pas reparler de la loi de Moore, mais sachez que ces 10 dernières années ont été quand même exceptionnelles en termes de développement de microprocesseurs, que Intel annonçait déjà en 2017 un microprocesseur en technologie 10 nanomètres, c'est-à-dire plus d'1 milliard de transistors intégrés dans un microprocesseur qui permet de pouvoir effectuer plusieurs milliards d'opérations par seconde. Alors on a tout ça, on a tout ce potentiel, et qu'est-ce qu'on va en faire de ce potentiel ? Eh bien,
Ça va nous permettre d'avoir plus de traitement de calcul, plus de puissance de traitement. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir développer des algorithmes spécifiques qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui apportent beaucoup plus de capacité sans fil. Et c'est vrai que déjà, avec Sword, le microprocesseur qui équipe les produits Marvell, on avait déjà passé un cap, puisque on est le seul microprocesseur aujourd'hui qui permet d'avoir une connectivité universelle, c'est-à-dire adaptée pour tous les smartphones, tous les protocoles, et en même temps, on a pu développer aussi différents aspects en termes de traitement de signal. Et bien entendu, on a intégré de l'intelligence artificielle. Ce mot va revenir tout le temps, je pense, dans toutes les présentations. Et comme on a déjà expliqué, c'est quoi? C'est un système qui est capable d'apprendre, de résoudre des problèmes et de pouvoir, effectivement, en fonction de la collecte de données, apporter beaucoup plus de performance. Mais quel type de performance? Prenez l'exemple, par exemple, d'AutoSense 3.0, notre système automatique de gestion de programme. C'est bien le bon exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle que l'on peut avoir dans un produit. Ça fait plus de 10 ans qu'on a intégré cette nouvelle technologie. Le système donc analyse la situation auditive et choisit le meilleur programme en fonction de la situation et en fonction des profils du patient. Parce qu'en même temps que le patient utilise son appareil, on récolte des données qui sont analysées constamment et qui nous permettent effectivement de pouvoir définir des profils spécifiques en fonction des besoins de chaque patient. Donc ça, c'est un exemple quand même très intéressant. Alors si on parle d'intelligence artificielle, on se demande mais qu'est-ce que ça va changer demain? Eh bien, voici quelques pistes de réflexion. Comment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette capacité à traiter des données, à apprendre en fait en fonction de l'utilisation et de l'expérience, comment cette intelligence artificielle peut être intégrée dans les appareils? Bien entendu, on va l'utiliser pour améliorer la compréhension de la parole. Je vous l'ai dit au début, c'est le besoin primaire du patient, entendre mieux partout. Et donc améliorer la parole grâce à des modèles d'apprentissage et des modèles de bruit. Améliorer aussi des fonctions de système automatique, pas seulement des changements de programme, mais bien plus. Et, comme je l'ai dit déjà aussi, stocker des données et intégrer ces données individuelles, personnelles dans les systèmes pour pouvoir faire en sorte que les appareils fonctionnent en fonction des préférences personnelles. Ensuite, on peut utiliser cette intelligence artificielle pour le réglage des appareils. Parce que vous êtes audioprothésiste, vous êtes le lien entre le patient et la technologie, et donc vous avez la possibilité, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir régler les appareils et donc de les adapter en fonction de chaque profil. L'intelligence artificielle ici va vous permettre de personnaliser, bien entendu, ces réglages-là et d'améliorer par la récolte de données, donc par des profils, les préférences personnelles. C'est important. Et ensuite, on peut imaginer que l'intelligence artificielle va nous développer des outils et des services. Encore une fois, on analyse des données qui sont collectées, qui concernent un certain type de profil de patient et qui seront intégrés et adaptés dans un processus de suivi et de prise en charge. Je voudrais revenir simplement sur la technologie et vous faire écouter quelques exemples sonores. C'est très court, ça dure 4 secondes, de comment l'intelligence artificielle, grâce à des modèles de bruit, peut améliorer les systèmes de débruitage. On va d'abord écouter un signal, en anglais, je suis désolé, de paroles dans le bruit sans intelligence artificielle. The offer of help is there for anyone. On entend le bruit, on entend la parole. Écoutons maintenant le même signal traité par un algorithme d'intelligence artificielle. The offer of help is there for anyone. C'est impressionnant. Le débruitage est vraiment très présent, très puissant. Imaginez que demain, vous aurez ce type de débruitage dans les appareils. Donc imaginez le confort, bien entendu, que l'on va pouvoir apporter et aussi les performances. Écoutons maintenant d'autres signaux de paroles dans la musique, parce que c'est une situation complexe. Mesurer la musique, mesurer la parole, ça n'a pas toujours été très facile. I'm trying to be relaxed about the future. On entend la musique, on entend la parole. Maintenant, le même signal traité avec un algorithme intelligence artificielle. I'm trying to be relaxed about the future. On est capable d'éliminer complètement la musique et de faire ressortir que le signal de parole. C'est ce qu'il faut comprendre par l'évolution de la technologie, ce qu'il faut comprendre effectivement par toute la puissance de calcul qu'on aura dès maintenant, mais demain, dans les appareils.
La deuxième vérité, c'est les patients. Les patients d'hier ne sont plus les patients d'aujourd'hui. Les patients changent. On les appelle aujourd'hui plutôt des consommateurs. Et je pense qu'il faut faire cette transition aujourd'hui. Et que leurs attentes évoluent, que vous le vouliez ou pas. Les patients changent et vont de façon très très importante impacter la relation que vous aurez avec le patient et donc la prise en charge que vous aurez aussi. Alors, je voudrais simplement vous parler de la prise en charge globale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être, on parle de mieux vivre, et qu'aujourd'hui, petit à petit, notre approche et votre approche aussi en tant qu'audioprothésiste, c'est de faire en sorte d'apporter des outils pour améliorer la qualité de la vie des patients. Depuis de nombreuses années, on a des études qui nous montrent que la perte auditive a un impact considérable sur la qualité de la vie. Ça peut arriver, ça arrive, sur deux catégories, sur des problèmes physiques ou sur des problèmes mentaux. On sait très bien que la perte auditive, par exemple, augmente les risques de dépression. On sait très bien que la perte auditive augmente aussi les risques de démence. Et donc aujourd'hui, et même demain, la prise en charge du patient sera beaucoup plus globale. On ne va pas se concentrer uniquement sur la compréhension de la parole, sur son confort, mais sur cet environnement global et avoir une prise en charge globale. Alors on l'a déjà évoqué, demain les aides auditives seront équipées de capteurs sensoriels qui seront intégrés au niveau des écouteurs, par exemple, ou sur des embouts sur mesure. Et comme l'a déjà dit aussi Eric, il se trouve que le conduit auditif est une partie du corps humain qui nous permet de faire un certain nombre de mesures, de signaux vitaux significatifs qui donnent on va dire, une image assez intéressante de l'état de santé. On va mesurer la pression sanguine, la pression artérielle, on va mesurer la température. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une image sur l'état de santé de ce patient. Et en fait, on va pouvoir développer des algorithmes intelligents qui continueront à apprendre en même temps que l'on portera les appareils, qui va nous permettre de pouvoir donner des informations sur l'état de santé de ce patient. Ces algorithmes seront aussi utilisés dans des applications de coaching, par exemple, de coaching de santé, qui vont permettre d'expliquer, qui vont permettre de mieux aider à gérer l'état de santé du patient et celle de la famille, pourquoi pas. Donc vous voyez qu'on va plutôt travailler maintenant dans un ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus global, pas seulement l'audition, mais travailler sur d'autres notions, effectivement, qui sont le bien-être en général. Alors on parle de ces capteurs, on parle de ces questions de bien vivre. Moi j'ai une question à vous poser qui est simplement une question qui vous permet d'avoir une réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'audioprothésiste, vous êtes prêts, est-ce que nous sommes prêts, puisqu'on travaille ensemble, à utiliser l'ensemble de ces données, de ces paramètres, pour définir une prise en charge? Donc ça, c'est une question intéressante, effectivement, pour le futur. Je vais vous prendre, je suis désolé, je vais prendre 3 minutes de plus par rapport à la présentation. Je voudrais vous présenter un film qui dure 4 minutes, qui vous donne quand même une idée très précise de la philosophie chez Phonak sur le développement produit. Hi Barbara, how are you doing? Great, thanks. How can I help you? Sometimes I have problem understanding people in noisy places like this cafe. Can you help? Oh, sure. Okay, fine-tuning done. I'm saving these settings so you can try them out. It is much better now. Great. Let's do an online follow-up in 2 weeks. Perfect, thank you. Talk to you soon. Okay, bye. Hey Annie. Hi, darling. Hey, Papa. We missed you. Sophia can't wait to see you. Our train will arrive early at the station. That's great. I will pick you up. See you there. Bye. Navigation. Show me the way to the main station. North Station or the Central Station. Central Station. In 10 meters, turn left. Continue straight ahead for 500 meters. Connect me to the concierge service. Welcome to 24 Concierge Service. How can we help you? Hello. What's a good restaurant close to the Central Station? We would like to recommend the Belle Gourmet. Sounds great. Book a table for 3 at 6 p.m. Enjoy your dinner, sir.
Vilka blommor är du ute efter? What kind of flowers are you looking for? 25 yellow roses, please. 25 gula rosor, tack. 25 gula rosor, tack. Ja. You are close to Central Station. The station is to your left. What train do the train from Moscow arrive on? The train will arrive on track 7 in 5 minutes, which is 10 minutes prior to schedule. Shall I guide you to the track? No thanks. Connect me to the screen in front of me, please. You can now send images to all the screens on this station with a message. Why don't you give it a try? We miss you too, darling. You look awesome. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, il reste encore 1 minute. C'est une vidéo, je suis désolé, c'est en anglais, c'est une vidéo qui date de 2017. Quand je vois l'évolution qui a été faite depuis 2 ans, on a déjà énormément de choses sur cette vidéo qui sont déjà réelles. Il y a plein de petites choses aussi que vous n'avez peut-être pas captées, qui sont des évolutions de futur aussi. Je me dis qu'on sera quand même très très étonné demain par le potentiel que nous donne l'évolution de la technologie. Je vous remercie. Merci Christian. Parfait. Donc on va continuer donc notre table ronde avec Christophe Michel. Voilà Christophe, s'il te plaît, qui représente la société Starkey. Sur la flèche, tu vas rechercher ton fichier. D'accord, merci. Bien, bonjour à tous. Je remercie le collège de son invitation. Donc on nous a demandé de parler de la philosophie de développement produit. Chez Starkey, la philosophie de développement produit, elle peut s'articuler en 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'aide auditive, on va dire traditionnelle, au sens de réhabilitation de la correction auditive et outil de communication d'un patient avec ses proches. Le deuxième, un peu plus novateur, c'est l'aide auditive en tant qu'outil d'accès aux outils de l'information, aux données, au monde de la technologie. Et le troisième, c'est l'aide auditive comme outil de santé connectée. Alors, on a lancé, il y a presque 1 an maintenant, un produit, Live UI, qui était la première aide auditive multifonction au monde, qui a été classée d'ailleurs, soit dit en passant, récemment par le Time Magazine comme une des 100 meilleures inventions de l'année 2019. Une des originalités de ce produit, puisque c'était le premier à le faire, il intègre des capteurs autres que des microphones, en l'occurrence, des accéléromètres et un gyroscope. On en a parlé, donc de fonctionnalités. L'aide auditive se double de fonctionnalités qu'on trouvait jusqu'à présent que sur des devices séparés, par exemple des bracelets ou des montres. Maintenant, le malentendant n'a plus besoin d'aller chercher nécessairement ces fonctionnalités-là, qui sont des fonctionnalités de promotion d'un mode de vie qui encourage à la santé ou de monitoring de son activité physique. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs que sur l'aide auditive. On donne l'accès aux malentendants, aux porteurs d'aide auditive, à ces technologies-là directement via son aide auditive et en collaboration avec un smartphone, bien sûr. Alors, au-delà, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un gadget, mais néanmoins, c'est, par exemple, la marche, le fait d'avoir une activité physique régulière, est classé par beaucoup d'associations, associations d'Alzheimer aux États-Unis, enfin la Société de recherche sur Alzheimer, et puis bien évidemment les associations de cardiologie, comme l'un des premiers facteurs de comportement qui est modifiable par rapport à un risque de santé qui est considérable pour les gens du groupe d'âge que nous visons principalement et que vous visez avec nos produits. Au-delà du gadget, quoi qu'il en soit, il y a aussi un élément d'information important à prendre en compte, je crois, avec ces évolutions technologiques, de l'aide auditive qui se double d'autres fonctionnalités, c'est que ceci contribue à éloigner
l'aide auditive d'une image à laquelle elle a été traditionnellement associée, qui est une image de handicap, de remédiation d'un handicap. L'aide auditive comme canne. En l'associant à des fonctionnalités qui sont plus positives, on peut le dire comme ça, et qui sont en général utilisées principalement par des personnes d'une catégorie d'âge un petit peu plus jeune que l'utilisateur moyen, permettent de renforcer l'image positive de l'aide auditive. Et encore plus au-delà de ça, il y a de réelles fonctionnalités de santé connectée potentiellement avec ce type de capteurs et de nouvelles technologies. Par exemple, on a intégré dans nos aides auditives depuis le début de l'année, donc avec ces gyroscopes et ces accéléromètres, une faculté de détection de chute et un système d'alerte automatique qui permet de prévenir un proche ou un organisme d'urgence ou de santé. Directement dans l'aide auditive. Alors là encore, on peut débattre de l'importance de ces fonctionnalités-là, mais néanmoins, quand on regarde les statistiques, et ce ne sont pas celles de l'industrie, ce sont celles d'organismes publics, on s'aperçoit que la chute est un problème considérable pour les gens dans la catégorie d'âge que l'on considère, et qui, de surcroît, donc la perte auditive est une comorbidité de la chute. On a plus de chances de faire une chute quand on est malentendant que quand on ne l'est pas, statistiquement. Là encore, c'était des fonctionnalités qui ne se trouvaient jusqu'à présent qu'en dehors de l'aide auditive et qui maintenant, grâce à ces innovations-là, le malentendant, le porteur d'aide auditive n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il peut trouver ça sur son aide auditive et donc les proches du malentendant également peuvent en bénéficier. Alors qu'est-ce que nous réserve l'avenir dans ce domaine-là? Je crois qu'on a ouvert une porte qui ne se refermera pas de sitôt avec l'introduction de capteurs autres que simplement des microphones sur l'aide auditive. On a chez Starkey des essais cliniques en ce moment avec un système qui mesure le rythme cardiaque. Il s'avère que l'oreille, on l'a déjà mentionné, est un endroit particulièrement propice à faire de façon fiable et en continu, avec un appareil qui est porté, on va dire, entre 7 et 15 heures par jour, de faire de la mesure biométrique. Donc ça, je pense qu'il est clair qu'il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Mais si on essaye de voir un petit peu plus loin que simplement l'utilisation actuelle de ces capteurs, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Eh bien, c'est là qu'on peut noter les progrès en intelligence artificielle de ces dernières années, où on a par exemple cette année la Société européenne de cardiologie qui relaie une information scientifique d'une étude scientifique qui a montré que l'apprentissage machine, c'est un autre nom pour l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui apprennent par eux-mêmes, a dépassé l'humain dans la prédiction des attaques cardiaques. Alors si on revient à cette détection de chute et aux fonctionnalités qui existent aujourd'hui sur nos aides auditives, on peut imaginer que dans un futur proche, en plus de la détection d'événements potentiellement graves, on pourra les prévenir, ou en tout cas au minimum les prédire. Alors ça, c'était pour le côté donc, santé connectée. Un autre pilier, je l'ai mentionné au début, de la stratégie et la philosophie de développement produit Starkey est lié au fait de donner aux patients porteurs d'aide auditive un meilleur accès ou un accès plus facile aux technologies de l'information qui deviennent, on le sait bien, de plus en plus prévalentes dans la vie quotidienne aujourd'hui et qui, quand on n'y a pas accès, finalement, nous isolent potentiellement non seulement de la famille, mais également de tâches professionnelles. Donc on a introduit en début d'année un système qui permet aux malentendants d'avoir de la traduction simultanée via le téléphone directement dans l'aide auditive. Et également de se connecter, alors c'est un exemple parmi d'autres, avec un écosystème technologique d'information tel que le système Alexa. Là encore directement dans l'aide auditive. Bon, ça ce sont des exemples pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient demain? Alors, là encore, on ne peut pas tout révéler, mais pour faire référence à une autre société qui n'est pas pour l'instant, en tout cas, dans le domaine des aides auditives. Et je n'aurai pas le temps de jouer la vidéo en 12 minutes, mais je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, elle flotte depuis 1 an ou plus sur YouTube. C'est une vidéo de démonstration de l'assistant duplex de Google, dans lequel on peut voir l'assistant, qui est donc une intelligence artificielle, prendre un rendez-vous, soit chez le coiffeur, dans une des 2 démos, soit dans un restaurant, dans une des deux autres démos. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé à un niveau en fait, de fluidité de cette intelligence artificielle
tel que la personne, l'humain qui est de l'autre côté, donc le restaurateur ou la coiffeuse, n'est pas capable de reconnaître qu'elle a affaire à un ordinateur, à une intelligence artificielle. Donc on parlait tout à l'heure dans une présentation un peu plus tôt d'A.I. Forte et de Turing, un des pères de l'intelligence artificielle moderne. Turing avait dit on aura passé le seuil de un seuil dans l'intelligence artificielle, en l'occurrence on sera passé d'une IA dite faible à une IA dite forte, le jour où on sera capable de faire interagir un humain avec une intelligence artificielle, une machine, qu'il ne verra pas et dont il ne saura pas, il ne pourra pas déterminer qu'il ne s'agit pas d'un autre être humain. Je crois que quand on regarde cette démo, on se dit qu'on n'est pas très loin de cette bifurcation, ce point critique dans le développement de l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les patients? Ça veut dire qu'ils pourront interfacer peut-être demain de façon beaucoup plus naturelle, en utilisant le langage naturel, leur langage, et non pas des boutons, avec leur aide auditive, pour demander un certain nombre de, par exemple, comment augmenter le volume, comment diminuer le niveau de bruit ambiant. Et tout cela sera analysé et compris en temps réel par l'aide auditive. Le troisième pilier, et il ne faut bien sûr pas l'oublier, il est très important, c'est notre cœur de métier, c'est l'aide auditive comme outil de remédiation et outil de communication orale. Donc on continue bien évidemment chez Starkey de développer fortement cet axe-là. On a un certain nombre de fonctionnalités anciennes et moins anciennes sur nos aides auditives, dont bien évidemment des systèmes de traitement du bruit, des systèmes de directionnalité, des systèmes cross. On a introduit depuis quelque temps un système qui permet à l'aide auditive de faire un self-diagnostic, et donc au patient de faire lui-même un diagnostic de son aide auditive, et éventuellement d'envoyer les résultats à l'audioprothésiste. On introduit des interfaces naturelles, j'ai parlé du langage, mais en attendant que la reconnaissance naturelle du langage, on a des systèmes où en fait il suffit de tapoter sur l'aide auditive pour lui faire changer d'état ou de fonction. Et puis bien évidemment du rechargeable, et ça c'est important parce que c'est une technologie facilitatrice qui nous permet de mettre des algorithmes un peu plus gourmands sur nos aides auditives en termes de batterie grâce à ces nouvelles technologies de rechargeable. Et puis des systèmes bien évidemment d'assistance à distance. On a parlé de programmation à distance, mais même au-delà de ça, d'interface entre le patient et des soignants par exemple. Alors qu'est-ce qui vient demain? Toujours dans le domaine des fonctionnalités audiologiques et de l'aide auditive, au sens traditionnel de réhabilitation de la surdité. On en a parlé un petit peu avant, c'est à mon avis un affinement des systèmes de réglage automatique en fonction des caractéristiques de l'environnement. Donc on sait qu'on a depuis de nombreuses années maintenant sur les aides auditives des systèmes qui analysent en permanence l'environnement et qui vont aller activer ou désactiver les algorithmes qui vont bien en fonction de ces caractéristiques acoustiques. On voit des progrès considérables dans ce domaine-là, donc bien évidemment il faut s'attendre à le voir dans le domaine des aides auditives dans les prochains mois ou les prochaines années. Un autre domaine dans lequel, à mon avis, là on regarde un petit peu plus dans le futur, mais pas tant que ça, on va voir des progrès, et mon collègue en a déjà parlé, c'est le débruitage. Bien évidemment, je pense tous les fabricants s'y intéressent, et Starkey comme les autres. Et en particulier, on a vu poindre, alors moi je suis dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, j'avais jamais vu ça avant, on a vu quelques démos là. Il s'avère qu'on arrive aujourd'hui à faire un débruitage qui est quasiment parfait avec ces systèmes-là. Ils sont un peu gourmands en puissance de calcul et en temps de calcul, de sorte que ce n'est pas forcément évident de les intégrer complètement dans l'aide auditive à ce jour, mais on peut parier que dans les quelques années ou mois à venir, on va voir déjà des applications de ce type de système-là dans un contexte aide auditive. Et la technologie là derrière, on en a beaucoup entendu parler, ce sont les réseaux de neurones profonds en particulier, et il y a une technique qu'on appelle le deep clustering, qui est une variété particulière de réseaux de neurones qui s'est avérée extrêmement puissante pour résoudre ces problèmes. Et enfin, je vais finir là-dessus, et là on se projette encore un peu plus loin dans le futur, mais Éric Bougerol en a parlé. Bien évidemment, ce qui serait idéal pour une aide auditive, c'est d'arriver à anticiper les intentions du patient, à déterminer en fait à laquelle de une ou deux personnes dans un ensemble, dans une foule, l'auditeur est en train d'essayer de faire attention à un moment donné. Et dans ce domaine-là, bien évidemment, nous faisons des recherches. J'ai cité ici, alors c'est un peu petit, mais j'ai montré un des articles qu'on a publié l'année dernière en 2018, où un de nos chercheurs en traitement de signal, Tao Zhang, a collaboré avec une équipe dans le Maryland pour démontrer que
rien qu'en mesurant l'activité cérébrale d'une personne pendant qu'elle écoute deux locuteurs, en l'occurrence, donc par exemple une voix d'homme, une voix de femme simultanément, on arrive à prédire avec un taux de classification correct d'environ 80% là où se porte l'attention de l'auditeur, rien que sur la base du signal EEG, bien évidemment sans demander à la personne qui écoutiez-vous à ce moment-là. On le reconstitue sur la base de leur activité cérébrale qui peut être mesurée, on l'a vu, au niveau de l'oreille. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Christophe. On va passer à Michael Ménard pour la société Sivantos, avec un temps de parole un tout petit peu plus court. Voilà, on t'écoute, Michael. Pardon ? Bien, bonjour à tous. Alors, quelle est la position de Signia par rapport à cette question, à cette interrogation que vous avez maintenant à l'écran ? Eh bien, pour commencer, je vais simplement revenir déjà sur la philosophie de développement produit chez Signia. Et depuis toujours, même à l'époque déjà de Siemens, eh bien, les axes de développement principaux pour nous eh bien, ont été d'une part l'audiologie et puis d'autre part l'innovation. Alors, quand on met ces deux mots dans le bon sens, eh bien, on arrive à quelque chose de notre cap en quelque sorte, vraiment quelque chose d'important, c'est l'innovation au service de l'audiologie. En clair, c'est faire en sorte eh bien, que toutes les modifications et les améliorations qu'on peut apporter dans un appareil auditif soient dédiées à une cause, faire mieux entendre cette cause de l'audiologie. Alors, pourquoi l'audiologie ? Je pense qu'on est tous bien placés ici pour le savoir. Comme pour vous, en fait, notre cœur de métier, eh bien, c'est de faire en sorte eh bien, que nos patients, nos clients, au final, entendent mieux et comprennent mieux. Et c'est d'ailleurs, et c'est ce que je vous montrerai après, c'est d'ailleurs ce qui motive eh bien, les patients à venir dans les laboratoires, à acheter des appareils auditifs. Et en allant même un petit peu plus loin, c'est d'ailleurs le mieux entendre, c'est ce que les patients cherchent aujourd'hui, encore en priorité. Et pour vous en parler, je vous remets juste ce graphe que j'ai tiré de l'Eurotrack 2018, que certains d'entre vous ont déjà peut-être consulté. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer en fait dans les informations de cet Eurotrack 2018 qui porte sur plus de 1000 personnes malentendantes, appareillées ou pas. Et ce que l'on peut en tirer, en tout cas, c'est que les 3 points, les 3 situations principales que les patients cherchent à entendre, eh bien, c'est conversation en famille, conversation dans le bruit, conversation en face à face. En clair, ce que j'essaye de vous montrer ici, eh bien, c'est que la demande principale des patients malentendants, c'est le mieux entendre. Et donc, pour nous, l'objectif de nos innovations, c'est ce que je vous expliquais en introduction, l'objectif de toutes ces innovations, eh bien, ça va être de faire en sorte eh bien, que, grâce à ces innovations, eh bien, on puisse améliorer les performances des appareils auditifs. Et l'objectif, c'est que pour vous, eh bien, audioprothésistes, vous ayez la possibilité d'avoir des résultats d'adaptation qui soient meilleurs et de faire en sorte eh bien, que les résultats des patients, eux aussi, soient toujours plus importants, soient toujours plus élevés. Alors, je vous prends juste un exemple. Un exemple, c'est notre dernière plateforme que l'on a lancée très récemment, qui s'appelle Signia Experience. Et cette plateforme, c'est un parfait exemple de la philosophie que je viens de vous expliquer juste avant. Dans ces appareils Experience, eh bien, on a intégré un capteur de mouvement. Le rôle de ce capteur de mouvement dans l'appareil auditif, eh bien, ça va être de faire en sorte que l'appareil auditif soit en capacité eh bien, de venir détecter l'interaction du patient dans son environnement acoustique. Tout ça pour faire en sorte eh bien, que l'appareil auditif soit plus à même et plus en capacité eh bien, de traiter le signal de manière plus cohérente avec le scénario dans lequel le patient se trouve. Aujourd'hui, on parle de plus de 120 scénarios qui peuvent être analysés et détectés par l'appareil et différenciés, et donc proposer un travail, un fonctionnement du traitement du signal qui va être différent par rapport à chacun de ces scénarios. Je vous le rappelle, innovation, la finalité, l'audiologie. Alors malgré tout, une entreprise comme Signal ne peut pas se passer non plus, pour développer un appareil du futur, eh bien de voir les enjeux du futur. Et si on devait ne retenir finalement que 2 enjeux du futur, eh bien le premier, ce seront, ce qui a été déjà dit tout à l'heure, c'est les patients de demain. Les patients de demain, ce ne sera pas les patients que vous avez aujourd'hui. Ils auront, ces patients, des exigences qui seront différentes.
Ça, c'est un point essentiel dans la définition de l'appareil qui sera demain. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est les futurs concurrents. Alors je dis les futurs concurrents, mais c'est nos futurs concurrents. Et là aussi, il faut effectivement avoir une vision de ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour pouvoir anticiper ce que l'on doit proposer et ce que l'on devra proposer dans le futur. Alors, je vous disais, les nouveaux patients, les exigences. Exigences, là aussi, ça a déjà été abordé un petit peu tout à l'heure, mais c'est des appareils déstigmatisants, des appareils qui ne ressemblent pas à des appareils auditifs. Ça va être une évidence. On a commencé déjà à travailler sur des designs d'appareils différents. Vous connaissez certainement déjà tous cet appareil que je vous ai mis à l'écran. L'objectif, c'est effectivement de proposer un design déstigmatisant pour les patients. Ensuite, vous avez aussi une utilisation des appareils qui, elle aussi, doit être différente. Changer une pile, recharger son appareil, voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. C'est ce qu'on propose aussi aujourd'hui dans des étuis différents en termes d'utilisation. Et puis bien sûr, c'est également tout ce qui concerne la connectivité et puis de manière plus large aussi toute la prise en charge à distance du patient qu'on pourra être amené à faire avec ces patients. Et puis enfin, je terminerai sur les futurs concurrents. Sans rentrer trop dans les détails, mais je pense que vous êtes tous au courant de grands noms, de grands acteurs qui demain se rapprochent et qui se rapprochent actuellement déjà de plus en plus en fait de notre domaine d'activité. Ces acteurs-là, ces entreprises-là, elles vont jouer sur ce qu'elles savent très bien faire aujourd'hui. En clair, c'est la rechargeabilité, la connectivité, le Bluetooth. Et le plus grand risque pour nous, ce serait que les patients ne limitent finalement l'appareil auditif qu'à ces technologies de connectivité, de Bluetooth et de rechargeabilité, et qu'ils en oublient l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'audiologie. Et demain, notre plus grande force, face à ces futurs peut-être concurrents, ce sera de pouvoir parler d'audiologie, de pouvoir parler de malaudition, et de pouvoir parler de correction auditive. Je vous remercie. Merci, Mickaël, pour cette brillante présentation. Benoît Caudrelier qui va donc clôturer cette table ronde. Tout à fait. Pour la société Widex. Absolument. Alors tout d'abord, je me présente, Benoît Caudrelier, je suis le nouveau directeur général de Widex France, mais je suis également audioprothésiste. Et c'est en tant qu'audioprothésiste que j'ai le plaisir de vous faire cette présentation sur les nouvelles technologies et l'évolution de l'intelligence artificielle dans les aides auditives. Mais avant tout, je tenais également à remercier l'EPU, le collège, et Mathieu Del Rio de donner la possibilité aux fabricants de venir s'exprimer devant vous sur les technologies, l'innovation et le futur. Pour vous faire participer un petit peu, parce que je sais que c'est la fin de la journée, j'aimerais que quelques-uns d'entre vous essayent de deviner en quelle année le concept d'intelligence artificielle a été créé. Vous avez 15 secondes et j'aimerais au moins 3 mains levées. Les étudiants qui sont devant moi, un guess? Personne? Ne me dites pas que vous avez peur. J'entends rien? Bravo, presque, 1956. Donc 1956, lors de la conférence de Dartmouth, plusieurs savants se sont réunis pour discuter du concept de l'intelligence artificielle et c'est à ce moment-là donc le terme intelligence artificielle a été créé et sorti dans le domaine scientifique. Depuis, il y a eu plusieurs expériences dans le domaine d'intelligence artificielle dont on retrouve les applications aujourd'hui. Par exemple, en 1960, il y a eu une étude très intéressante et un test fait sur la reconnaissance d'images qui est utilisé aujourd'hui par Biplar. Si vous scannez par exemple un objet, Biplar va vous reconnaître cet objet et va vous permettre éventuellement de l'acheter en ligne. Si je continue, en 1966, il y a eu une étude, et un test fait sur un robot mobile généraliste capable de raisonner sur ses propres applications, sur ses propres actions, pardon. Et on retrouve cette application aujourd'hui avec le robot, l'aspirateur robot qui travaille à la place de l'utilisateur.
En 1972, et j'essaie de couvrir les différentes applications de l'intelligence artificielle, il y a eu le premier système capable d'effectuer la reconnaissance vocale en continu. Et on retrouve cette reconnaissance vocale dans les enceintes connectées. On a vu un exemple tout à l'heure où vous pouvez commander un taxi à distance, où vous pouvez commander avoir la météo et commander 2 tables, 2 couverts pour un restaurant. Enfin, en termes d'exemple, vous avez en 1989 la reconnaissance visuelle des chiffres, des lettres, qui sont aujourd'hui utilisés par Google, notamment pour traduire des documents, soit de manière visuelle, mais aussi de manière vocale. Dernier exemple, très intéressant, le Deep Blue. Deep Blue, c'est l'ordinateur d'IBM qui a pour la première fois battu un homme, notamment sur une partie d'échecs, celle de Kasparov. On a été capable de cette performance grâce à une capacité d'analyse extraordinaire de l'ordinateur et on retrouve des applications inspirées de cette expérience sur la voiture autonome. Donc l'intelligence artificielle, on l'a définie, mais je reviens dessus rapidement, c'est l'ensemble des techniques mises en œuvre en vue de réaliser les machines capables de simuler l'intelligence et donc d'apprendre, de s'adapter, de modifier son comportement pour soulager l'homme de tâches fastidieuses, mais aussi pour reproduire un comportement spécifique à l'aide d'un programme informatique. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin dans la description de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui c'est un terme assez générique, mais j'aimerais le décrire pour que vous ayez une bonne perception du concept. Donc l'intelligence artificielle, telle qu'elle a été décrite en 1956, c'est un programme capable de détecter, de raisonner, d'agir et de s'adapter. Et on retrouve ça donc, dans Deep Blue par exemple, mais aussi dans l'aspirateur robot. Le deuxième niveau d'intelligence artificielle, c'est le machine learning. On en a parlé aujourd'hui à plusieurs reprises. Ce sont des algorithmes dont les performances s'améliorent au contact de la donnée, au contact de l'information. Et on retrouve ça dans Google Search, on retrouve ça dans l'application Waze par exemple. On retrouve ça aussi dans le clavier prédictif. Si je suis une jeune maman, je tape B, mon téléphone va me proposer bébé. Si je suis amoureux en relation, je tape B, on va me proposer bisous par exemple, pour faire simple. Et le troisième degré d'intelligence artificielle, c'est le deep learning, c'est le saint graal de l'intelligence artificielle. C'est apprendre sur des quantités d'informations très importantes, en autonomie quasi complète, comme la voiture autonome ou comme les enceintes type duplex de Google. Alors si maintenant on se projette dans le monde de l'aide auditive, j'ai envie de vous dire que le futur, c'est maintenant. Vous avez des formes d'intelligence artificielle assez simples, mais très efficaces dans les aides auditives de tous les fabricants, comme par exemple le double microphone, qui analyse au niveau de la puce l'environnement, qui donc va modifier le diagramme polaire de l'aide auditive pour impacter la directionnalité de l'appareil. J'ai envie de vous dire, c'est une intelligence artificielle de base assez simple. Vous avez également, dans la détection de l'environnement, la classification. La classification de l'environnement est une forme d'intelligence artificielle. On est sur quelque chose de plus avancé. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin, il faut donner la possibilité d'adapter le pré-réglage en fonction de l'environnement, de la classification, en live, sur la vie réelle de l'utilisateur. Et pour ça, on a le machine learning, donc le niveau 2 de l'intelligence artificielle, qui est une stratégie qui va permettre à l'appareil de s'adapter à l'intention d'écoute. Aujourd'hui, le réglage est fait soit par le fabricant, au niveau du pré-réglage, en fonction de la situation sonore, soit il est adapté par l'audioprothésiste. Maintenant, le patient en live ne peut pas le modifier. Aujourd'hui, avec des protocoles d'intelligence artificielle, on va pouvoir proposer au patient, à l'utilisateur, de modifier l'appareil en fonction de la situation. Et quand ce patient va revenir dans le même environnement, grâce à la géolocalisation, l'aide auditive va lui proposer le réglage qu'il avait modifié de lui-même dans cet environnement très spécifique, comme par exemple un lieu de culte, un restaurant ou un autre environnement.
Donc pour ça, il a un petit protocole de test très rapide qui va lui permettre de tester, d'évaluer des petites variations sur la courbe de réponse en fréquence sur cette situation très spécifique. Et il va choisir, et au bout de 5 à 7 expositions à différentes courbes, l'appareil va lui proposer la courbe, le réglage qu'il a retenu, qu'il a préféré. Voilà. Et encore une fois, la fois suivante, quand il va se présenter dans cet environnement, automatiquement, grâce à la géolocalisation, le programme qu'il a choisi va lui être proposé. À lui ou pas de le choisir et de l'activer. Ça, c'est disponible bien sûr sur toutes les applications, donc sur tous les types de téléphones. Maintenant, il faut qu'on évolue, et c'est là où ça devient très intéressant. On parlait tout à l'heure de collecte de data. Aujourd'hui, Videx a collecté plus d'1 million de données sur les ajustements que font les utilisateurs en fonction de leur environnement. Et ces données, on est capable de les restituer et du coup de modifier le réglage de l'aide auditive grâce au machine learning. Donc les appareils Evoque que vous avez eus il y a un an n'ont pas le même réglage en fonction de l'exposition sonore. Et ça, c'est dès maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai précisé dans l'introduction que le futur, c'est maintenant. Et en effet, on s'inspire en permanence du passé pour construire le futur, comme Mathieu l'a dit aussi dans son introduction. Je vous remercie.